Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Quartier Interdit. Aujourd'hui, nous recevons la sociologue et politiste Mahnaz Shirali pour décrypter le mouvement de contestation qui embrase l'Iran depuis plusieurs semaines. Arrêtée dans les rues de Téhéran pour port de vêtements inappropriés le 13 septembre dernier, Mahsa Amini, âgée de 22 ans, décède officiellement 3 jours plus tard à l'hôpital. Les autorités iraniennes évoquent un problème cardiaque soudain, mais ses proches affirment que Mahsa Amini a été victime de mauvais traitements. Cette mort provoque une vague de manifestations partout dans le pays. Nous allons en parler avec notre invité. Mahnaz Shirali, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pourrions-nous revenir sur l'épisode de la mort de Mahsa Amini depuis son arrestation et jusqu'à l'annonce de sa mort? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce 13 septembre 2022? Selon les dires du médecin légiste qui a été disparu après avoir annoncé que Mahsa Amini est mort le jour même de son arrestation et qu'elle a reçu 10 à 11 coups dans la tête. Après cette annonce, il a été disparu, il a porté disparu. On n'a aucune nouvelle de son médecin légiste. L'annonce officielle de la mort de Mahsa est arrivée 3 jours après. Mais les Iraniens ont tout de suite compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et quand ils ont reçu l'annonce du médecin légiste qui disait que non, en fait, ce que le gouvernement dit, ce n'est pas vrai, et que la jeune femme a été tuée le jour même, ça a créé un tollé général, la colère des Iraniens. Et depuis, on voit que ça fait 2 mois maintenant, la société iranienne ne se décolère pas. Et donc Mahsa Amini, elle avait 22 ans, elle était en vacances avec ses parents, c'est bien ça, à Téhéran. Elle vient du Kurdistan iranien. Elle vient de la région du Kurdistan, elle est d'origine kurde. Elle était avec son frère à Téhéran, elle était de passage à Téhéran. Et donc, elle est une belle femme, grande. Elle a attiré les regards. Elle a attiré les regards de la police, des agents de la police. Et on l'a arrêtée pour cause d'avoir été mal voilée, alors ce qui est totalement, c'est n'importe quoi en fait. Mal voilée qu'aujourd'hui, enfin, même avant la mort de Mahsa, les femmes iraniennes ne respectaient pas vraiment les contraintes du régime, donc elles se voilaient comme elles voulaient. Alors, on l'a arrêtée parce qu'elle n'était pas bien voilée, elle était mal voilée, et on l'a tuée. Depuis, on voit que la société iranienne, vraiment, est en révolte totale. Et encore hier et aujourd'hui, on a des nouvelles, on a des vidéos qui viennent, qui nous arrivent de l'Iran. La ville de Téhéran est à feu et à sang. Et ce matin, j'ai entendu dire que l'un des grands hôpitaux de Téhéran, il y a beaucoup de blessés par balle qui sont dans un état grave, dans un état critique. Donc, on voit que la société iranienne ne supporte plus les contraintes que la République islamique lui impose. Et Mahsa Amini, elle a été arrêtée donc par la police des mœurs. Qu'est-ce que c'est exactement la police des mœurs? Et qu'est-ce que les Iraniens et les Iraniennes surtout n'ont pas le droit de faire? Quand est-ce qu'ils risquent en fait de se faire arrêter par cette police? Alors, ça remonte à l'arrivée de la République islamique, à son avènement. Au lendemain de l'avènement de la République islamique, c'était le 8 mars 1979 que Khomeini a rendu le port du voile islamique obligatoire. C'était la première mesure restrictive que Khomeini, le fondateur de la République islamique, a imposée à la société. C'est-à-dire, pour asseoir le nouveau régime, ils ont d'abord commencé par réprimer les femmes. Le 8 mars 1979, Khomeini a annoncé que désormais le port du voile islamique est obligatoire. Pour rendre effective cette mesure restrictive, il a inventé une police de mœurs. À l'époque, son nom c'était Gashte Sarallah, c'était différent. Aujourd'hui, c'est devenu Gashte Irshad. À l'époque, c'était Gashte Sarallah, la guidance de Sarallah, ça c'est une longue histoire. Aujourd'hui, c'est devenu la patrouille de guidance, la patrouille de la guidance. C'est-à-dire, ce sont les policiers qui sont formés pour guider les femmes sur le bon chemin, sur le droit chemin. Parce que les femmes qui ne portent pas le voile sont considérées comme les femmes de mauvaise vertu. Alors, donc, ils sont formés pour donner de la vertu à la femme. Vous voyez l'humiliation qui plane, qui s'impose dans cette société. C'est-à-dire, vous sortez comme vous et moi, à tête nue, donc vous êtes une femme de petite vertu, voire une prostituée.
considérés par ce régime. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'un des slogans principaux, les jeunes dans la rue, c'est que c'est vous, les putes, nous sommes des femmes libres, nous sommes des femmes ouvertes et libérées. Vous voyez, il y a beaucoup d'importance que ce régime a donné à la vertu, à la femme qui doit se cacher, la femme qui doit rester entre les quatre murs de privé. Et aujourd'hui, la révolte commence par la libération des femmes. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas une révolte féministe, mais c'est une révolte ou un mouvement révolutionnaire qui commence par la liberté des femmes. C'est-à-dire le seuil d'entrée, le seuil de déclenchement de ce mouvement, c'est la femme. C'est très différent. Un mouvement féministe a une autre nature. C'est un mouvement à la fois féministe, révolutionnaire, politique. C'est un mouvement extrêmement global qui a mis la République islamique dans une crise sans précédent. Et vous racontez qu'on peut se faire arrêter quand on met le voile de façon inappropriée, comme ils disent, mais les femmes, elles n'ont également pas le droit de chanter, de danser, de s'exprimer vraiment publiquement. C'est-à-dire en Iran, on peut vous arrêter parce qu'on voit un peu de vos cheveux, parce que vous êtes un tout petit peu maquillée. À l'époque où je vivais en Iran, j'ai été arrêtée à plusieurs reprises alors que je portais le voile, mais parce que je mettais un peu de rouge à lèvres. Et ça, c'était vraiment la cause de mon arrestation. Ou quand j'étais étudiante à l'université, tous les jours, c'était des gens, des garçons qui faisaient partie des groupes islamistes qui venaient vers moi en disant « Ah ben vous avez mis encore de rouge à lèvres, vous avez mis encore de mascara, allez, effacez-les ». Vous voyez, ils nous parlaient de cette façon. C'est-à-dire, et quand je pense avec le recul, la grandeur, la charge de l'humiliation qui est imposée aux étudiantes, c'est énorme. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a subi 40 ans d'humiliation. Et là, la société ne supporte plus. La société explose. Et donc, pour n'importe quoi, on a arrêté les femmes, on les a fouettées, on les a mis en prison. Il y a des femmes qui sont aujourd'hui en prison, qui ont une peine de 25 ans en prison ferme parce qu'elles sont sorties avec un voile léger sur leur tête. Il est très difficile de raconter la réalité sociale iranienne en France. On est libre en France, on fait ce qu'on veut et il est très difficile de dire qu'il y a un autre pays sur la même planète que nous vivons, là où les femmes sont arrêtées tout simplement parce qu'elles portent un peu de rouge à lèvres. Mais c'est vrai que les 10 dernières années, les femmes iraniennes ont pris énormément de courage. Elles ne respectaient plus les contraintes. Elles faisaient ce qu'elles voulaient quand même. C'est-à-dire, le voile était là, maquillage à outrance. Et les touristes étrangers ou les observateurs étrangers qui allaient en Iran disaient « Mais l'Iran est une liberté, est une grande liberté parce que les femmes s'habillent comme elles veulent. » Ils ne savaient pas, en fait, la nuance très importante que cette femme, ces femmes-là étaient en contradiction, en rébellion par rapport aux normes de la société. Malgré les risques. Elle était en rébellion malgré les risques. Et on a vu que cette jeune femme de 22 ans, elle s'est fait tuer. Donc on ne parle pas d'un pays libre. Ce n'est pas parce que les femmes sont en rébellion, qu'elles rejettent les normes, qu'elles bravent les interdits, que le pays est libre. C'est très difficile de faire comprendre ça, parce qu'on a eu beaucoup de chercheurs, beaucoup de sociologues qui sont venus pour nous dire que l'Iran est un pays libre, les femmes sont libres, elles sont maquillées, elles s'habillent comme elles veulent, elles se comportent comme elles veulent. Mais ces gens-là ne voyaient pas que ces femmes, elles risquaient leur vie. Ce n'est pas parce qu'on brave les interdits qu'on est libre, c'est justement parce qu'on n'est pas libre qu'on brave les interdits. Voilà la preuve, c'est-à-dire on peut se faire tuer. Durant ces 2 derniers mois, il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont fait assassiner, tout simplement parce qu'elles voulaient chanter, danser dans la rue, à tête nue. Elles se sont fait massacrer. Et le massacre continue encore. C'est-à-dire on est dans un pays où on tue les jeunes parce qu'ils veulent vivre comme les autres jeunes de leur âge partout dans le monde. Et est-ce que les hommes aussi peuvent être arrêtés par la police des mœurs ? Oui. Les jeunes gens, quand ils marchent avec leurs petites copines, ils se font systématiquement arrêter. Et il est arrivé qu'ils soient fouettés aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les femmes qui sont arrêtées, il ne faut pas croire, les garçons aussi, les jeunes gens aussi.
Et quand, par exemple, ils portent des baskets à l'américaine ou les t-shirts à manches courtes, ils se font arrêter eux aussi. Mais 90% des victimes de la police des mœurs, ce sont les femmes qui sont arrêtées, qui sont maltraitées, qui sont humiliées, insultées par la police des mœurs en Iran. En quoi ce mouvement, il est historique? En quoi il est différent des précédents en Iran? Oui, en effet, vous avez raison, c'est un mouvement particulièrement différent par rapport au mouvement précédent. On peut toujours trouver des liens de continuité, d'accord? Dans tous les phénomènes sociaux, il y a des liens de continuité. Je ne nie pas la continuité avec les mouvements précédents, mais il y a des caractéristiques très différentes. Première caractéristique différente, c'est le jeune âge des manifestants. On n'a jamais eu en Iran les écoliers dans la rue ou les lycéens dans la rue. C'est la première fois, déjà par la jeunesse du mouvement. Deuxième chose qui me frappe, qui est particulièrement, à mon avis, différent par rapport à ce qui était dans toute l'histoire de ce pays, c'est que c'est un mouvement politique, c'est un mouvement social, c'est un mouvement révolutionnaire qui n'a aucune coloration religieuse, pour la première fois. Il n'y a même pas un seul slogan religieux. Il n'y a aucune référence à la religion. Et on a entendu plusieurs fois des slogans qui allaient à l'encontre, contre la religion. C'était des slogans qui étaient contre le régime islamique, contre les religieux du régime. Et même, j'ai pu entendre à plusieurs reprises des slogans qui allaient contre la religion elle-même. Et ça, c'est la première fois. On n'a jamais eu en Iran. Et c'est en cela que je pense que c'est un mouvement éminemment moderne. Pourquoi? C'est un mouvement qui est sorti de la religion. On est en face d'une société qui n'a plus du tout son ancrage religieux. Son mouvement de contestation, c'est un mouvement très, très laïque, entre guillemets, anti-religieux. Et donc, c'est un mouvement qui est totalement libre de toutes les références religieuses. C'est en cela que c'est un mouvement très moderne. Et c'est un mouvement qui est quand même, comme vous l'avez dit, porté par la jeunesse. Est-ce qu'il y a un mélange des générations dans ces manifestations? Il y a une prédominance des jeunes, des très jeunes, qui n'ont peur de rien. Et leurs parents sont là pour les soutenir de temps en temps, pour porter secours. Et on voit les plus âgés aussi, mais je pense que en fait, la majorité des gens qui sont dans la rue, ce sont les très jeunes, c'est-à-dire de 15 à 20 ans. De 15 à 20 ans. En revanche, depuis hier, on a le commencement des grandes grèves. Le bazar de Téhéran a commencé sa grève. Les commerces sont fermés depuis 2 jours. Donc, les commerces sont tenus par les gens qui sont plus âgés. On est d'accord. Donc, on voit quand même la généralisation du mouvement sur toutes les catégories sociales et sur tous les âges. Cela est en train de se propager et ça va en se renforçant. Et qu'est-ce qui explique que cette jeunesse-là, elle ne veuille plus d'un régime pareil? Qu'est-ce qu'elle revendique aussi? Il faut d'abord dire quelle est la différence de la nouvelle génération avec la génération de ses parents. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui ont 15 à 20 ans, qui sont dans la rue, qui sont en train de se faire massacrer, ce sont les petits-enfants de la République islamique. Même leurs parents n'ont vu que la République islamique. Les parents de ces jeunes ont été élevés par ceux qui ont fait la révolution, qui avaient une croyance religieuse, des croyances religieuses, qui croyaient en révolution, qui croyaient dans la République islamique. Donc, les grands-parents ou les parents des parents ont élevé leurs enfants avec beaucoup de contraintes. Alors que ces enfants, c'est-à-dire les enfants de la République islamique, de la Révolution, les parents des jeunes d'aujourd'hui, ils ont énormément souffert de l'éducation qu'ils ont reçue. Ils n'ont pas donné la même éducation à leurs enfants, c'est-à-dire aux jeunes d'aujourd'hui. Ils ont laissé leurs enfants très libres dans l'espace privé. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans ma génération, emmener son petit copain à la maison, c'était complètement interdit. Pour mes parents, c'était l'idée de voir le petit copain de leur fille, c'était hors de question. Mais les gens de ma génération qui ont vécu ces restrictions, ces contraintes, qui ont été fatigués,
de vivre aussi dans cette restriction autoritaire, les parents de mon âge ont laissé leurs enfants libres. Et donc, ils leur ont donné beaucoup de liberté dans l'espace privé. Et les jeunes que vous voyez aujourd'hui dans la rue, ils ont vécu avec beaucoup de liberté à l'intérieur de leur maison, avec leurs parents. Les parents les ont quand même soutenus. Ils voulaient qu'ils ne souffrent pas, parce qu'ils savaient qu'à l'école, ils souffrent. Ils savaient qu'à l'espace public, ils souffrent. Alors, ils leur donnaient toutes les libertés à la maison. Mais les jeunes qui ont grandi dans la liberté en espace privé, ils veulent aussi avoir cette liberté en espace public. Donc pour eux qui sont habitués à vivre avec beaucoup de bonheur dans l'espace privé, cette fermeture de l'espace public est insupportable, et plus insupportable que pour les anciens. Donc il y a une dichotomie très importante dans leur éducation. On leur a donné de liberté en privé, on les a réprimés en public. Cette dichotomie fait qu'ils ne supportent pas être réprimés en public. Et c'est pourquoi ils sont si révoltés. Ils ne supportent aucune autorité. Parce que même l'autorité parentale sur les nouvelles générations était très faible. Les parents de ces jeunes n'ont pas exercé la même autorité que leurs parents à eux. Et donc, ils ont été élevés à la légère, sans une autorité écrasante, comme ce qui est le cas dans la tradition iranienne. La tradition iranienne, les parents sont très très durs avec les enfants, surtout le père. L'image de père, c'est vraiment quelque chose d'inaccessible. Le père ne vient jamais parler avec ses enfants, tandis que les pères de ces jeunes sont leurs copains. Ils sont leurs copains. Vous voyez, on est quand même dans une révolution culturelle. Dans une révolution culturelle. C'est la culture qui a complètement changé et aujourd'hui, la politique doit suivre. Et vous avez dit tout à l'heure que c'était pas une révolte féministe. Et ce qui est frappant d'ailleurs dans ces manifestations, c'est de voir des hommes et des femmes ensemble qui se révoltent contre la même chose finalement. Absolument, ils sont solidaires. Et je peux vous dire que les hommes iraniens n'ont jamais été aussi solidaires avec les femmes. C'est la première fois. Au début de la Révolution, quand Khomeini a imposé le voile sur la tête des femmes, il y a eu beaucoup de contestations de la part de la population féminine. Ne pensez surtout pas que les femmes iraniennes ont accepté le voile en disant amen à tout ce qu'on leur a donné. Non, c'était des jours de manifestations, d'affrontements avec la police et tout ça. Mais les hommes ne soutenaient pas à l'époque les femmes. Et il disait que, mais portez le voile, quel est votre problème? Il ne comprenait pas en fait que le voile obligatoire pour les femmes, ce n'est pas seulement les femmes qui sont réprimées, c'est toute la société qui est réprimée à travers les femmes. 40 ans après, ils ont compris. 40 ans après, les hommes iraniens ont compris que la libération de leur pays passe par la libération des femmes. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas un mouvement féministe, ce n'est pas seulement la cause des femmes. Aujourd'hui, la cause des femmes est éminemment liée à celle de tout le monde. Et tout le monde a compris quelle est l'importance de la liberté des femmes. Dans un pays où les femmes sont réprimées, c'est tout le pays qui est réprimé. Et dans un pays où les femmes sont libres, tout le pays qui est libre. Ça, aujourd'hui, les hommes iraniens l'ont compris. Et c'est très important. Ils n'avaient pas les mêmes comportements, le même discours il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et ces jeunes, comme nous voyons aujourd'hui, ils ont été élevés devant les réseaux sociaux, devant leur smartphone. Et donc, dans ces réseaux sociaux, ils ont appris comment vivent les gens dans les pays démocratiques. Et ils veulent exactement la même chose pour leur pays. Ils veulent la démocratie, ils veulent la liberté. D'abord pour les femmes, ensuite pour toute la société. Et avant la révolution islamique en 79, les femmes, est-ce qu'elles avaient plus de droits ? Avant la Révolution, les femmes avaient beaucoup plus de droits par rapport à la République islamique. Quand la République islamique est arrivée, elle a changé les lois, les codes de la famille, les codes de travail, beaucoup de choses. Et donc, les femmes ont beaucoup perdu. Alors qu'à l'époque du Shah, la société, évidemment, était traditionnaliste. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, la société iranienne est une société très, très moderne. Malgré tout, parce que la modernité vient d'en bas. Les gens veulent se séparer de la religion et de ses contraintes. À l'époque, non, la société était très traditionnaliste. C'était l'État qui donnait beaucoup de liberté. C'est-à-dire, on a eu des femmes qui ont obtenu des bourses pour faire leurs études à l'étranger, des femmes qui étaient à l'université, des professeurs d'université, des médecins. Même, on a eu des femmes ministres. Mais la République islamique, quand elle est arrivée, d'abord, elle a exécuté les femmes ministres sous le Shah.
Et après, il y a beaucoup de fonctions qui ont été interdites aux femmes. Par exemple, la femme juge n'existait plus. Alors qu'avant, on a eu des femmes juges. Après la Révolution, c'était interdit. Les femmes pouvaient être avocates, mais pas juges. C'était interdit. Et beaucoup de métiers ont été fermés aux femmes. Par exemple, le métier de vétérinaire. Femme vétérinaire, c'était pas possible. Allons savoir pourquoi. La femme ne doit pas s'occuper des animaux. Voilà, c'est interdit. Il y a eu beaucoup de métiers de ce genre qui ont été fermés sur les femmes. Mais le taux de participation des femmes dans la vie économique a largement baissé. Par exemple, aujourd'hui, on dit que 75% des étudiants dans les universités iraniennes sont des femmes. Et il y a des gens qui sont pro-régime, qui mettent en avant ce chiffre pour dire que la République islamique n'est pas si méchante que ça. Pour regarder, 75% des étudiants sont des filles. Ils ne disent pas que le taux de participation dans la vie économique des femmes est à 11%. C'est-à-dire qu'après leurs études, elles ne travaillent pas. Absolument, finalement. absolument. C'est ça qu'il faut dire. Vous pouvez être éduqué, diplômé dans les universités iraniennes, mais après, vous n'avez pas de travail ou vous n'avez pas envie de travailler. C'est-à-dire, la vie économique en Iran est tellement méchante avec les femmes que les femmes, même quand elles sont diplômées, n'ont pas envie de travailler. Pourquoi ? Il y a beaucoup d'harcèlement sexuel, il y a beaucoup de mépris, il y a beaucoup d'agressions directes sur les femmes qu'elles n'ont pas envie d'aller sur le lieu de travail. On ne le dit pas. On dit qu'il y a 75% des étudiants sont des filles. Et on vante la République islamique, on vante le régime, en disant que non, ce sont les opposantes politiques qui disent que la République islamique n'est pas bonne pour les femmes. Alors que les chiffres, il faut les contextualiser, il faut les regarder tous ensemble. Le taux de participation masculine dans la vie économique en Iran, c'est de 65%, alors que le taux de participation féminine est de 11%. Le régime iranien, donc, qui repose sur cette loi islamique, la jeunesse, dans ce soulèvement, elle s'attaque non seulement à l'obligation du port du voile, mais en fait aussi à tous les symboles du pouvoir politique et religieux. Est-ce qu'elle veut mettre à bas l'État théocratique qui est en place aujourd'hui en Iran ? Oui, ils sont très clairs. Ils sont très clairs là-dessus. Ils ne veulent pas négocier avec le régime. D'ailleurs, le régime non plus ne veut pas négocier avec eux. Il est complètement coupé de la société. Là, aujourd'hui, les Iraniens qui sont en révolte contre ce régime, ils ne veulent absolument pas. Ils sont persuadés que la République islamique n'est pas réformable, donc il doit partir. C'est pourquoi on dit un mouvement révolutionnaire. Vous voyez, ce n'est pas seulement des contestations. Ce n'est pas seulement une simple révolte, c'est une révolte révolutionnaire. Ce n'est pas encore une révolution, parce que les révolutions, on les juge toujours a posteriori. Quand le régime tombe, on dit que voilà, une révolution a eu lieu. On ne peut pas encore parler de la révolution, parce que le régime est en place, et il n'a pas l'intention de partir, malheureusement pour les Iraniens, mais c'est un mouvement révolutionnaire, parce que les gens qui sont dans la rue, les Iraniens qui sont en train de jouer avec leur vie, qui contestent au péril de leur vie, ils ne veulent qu'une seule chose, le départ des ayatollahs, le départ du régime. Et ils ne veulent pas moins que ça. C'est pourquoi on parle aujourd'hui d'un mouvement révolutionnaire. Et comment ça se traduit concrètement pendant ces manifestations, par des slogans, parce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de vidéos, par exemple en ce moment, des jeunes Iraniens et des jeunes Iraniennes qui renversent les turbans des mollahs dans la rue. Ça se traduit par ce genre de symbolique-là ? Il y a des actes extrêmement symboliques dans ce mouvement. Et que je peux vous dire, c'est aussi quelque chose de très, très nouveau. Avant, on n'a pas eu autant de symbolisme dans les mouvements de contestation, dans le mouvement politique. Et c'est quelque chose qui est très frappant. Ces jeunes manipulent un langage symbolique très, très fort. C'est peut-être parce qu'ils sont très jeunes, ils n'ont pas d'autres expressions politiques. Ils ne sont pas passés par les partis politiques, ils n'ont pas des grandes manifestations ou des grands slogans politiques. Du coup, à travers des gestes simples, ils s'expriment et cela devient immédiatement symbolique. En ôtant le turban, il ôte le pouvoir des mollahs. Il s'oppose à tout ce qui est dans la tête de mollahs. Et paraît-il que cet acte s'est aussi produit pendant la révolution constitutionnelle en Iran il y a plus de 100 ans. Paraît-il, le dernier jour, on a ôté le mouvement d'un des grands chefs religieux, Cheikh Fazlullah Nouri, avant de l'exécuter. Et donc, est-ce que ces jeunes
ils le font en pensant à Cheikh Fazlullah Nouri, à la révolution constitutionnelle. Je ne suis pas sûre. Je pense que cet acte est très significatif. Ça montre déjà l'âge des manifestants. Vous devez être très jeune pour faire ça. Vous voyez, c'est un acte très juvénile. Ce n'est pas un acte violent, c'est un jeu pour eux. Hier même, j'ai vu une vidéo sur laquelle une petite fille courait auprès d'un mollah qui était beaucoup plus grand qu'elle. Elle a essayé de lui ôter son turban, mais elle était petite, elle n'arrivait pas. Et elle s'enfuit. C'est devenu un jeu. C'est devenu un jeu, mais significatif, très, très significatif. Et en même temps, ça explique tout. Ça explique tout. Ces jeunes sont révoltés contre ce turban qu'il leur a. Ce sont ces hommes enturbannés qui leur ont imposé le voile depuis leur jeune âge. Et même dans certaines écoles, quand les petites filles ne portaient pas correctement leur voile, on mettait des épingles, on enfonçait des épingles dans leur tête. Et il y a beaucoup de filles qui ont raconté ça, qui ont gardé un souvenir très douloureux de leur école primaire en disant oui, les profs nous enfonçaient des épingles dans nos têtes, ça nous faisait mal, c'était une sorte de torture pour elles. Aujourd'hui, elles se libèrent de cette torture qu'elles ont subie depuis leur jeune âge. Manaz Shirali, vous êtes sociologue et vous avez publié de nombreux livres sur la société iranienne et notamment surtout sur la jeunesse du pays. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos travaux ces dernières années ? Moi, j'ai commencé mon travail de sociologue en travaillant sur les jeunes Iraniens. J'ai commencé ma thèse de doctorat à l'École des hautes études en 1996 et le sujet de ma thèse était la jeunesse iranienne, une génération en crise. Cette jeunesse-là de ces années, c'était les parents des jeunes d'aujourd'hui. Alors donc à l'époque, j'allais en Iran, je faisais des allers-retours systématiques, j'interrogeais les jeunes et j'ai mis aussi de ma propre vie dans ce livre qui a été publié en 2001, c'est-à-dire de mes propres expériences, de mes souvenirs dans ce livre. On m'a reproché, on m'a dit que ce livre est très personnel. Et à l'époque, moi aussi, j'étais jeune et donc je savais comment les jeunes vivaient. Donc j'ai raconté la vie dure des jeunes Iraniens de l'époque. Quand le livre est sorti, le livre a obtenu le prix Le Monde de la recherche universitaire. Mes collègues iranologues en France m'ont beaucoup critiqué en disant que c'est pas vrai ce qu'elle a dit, elle a exagéré, elle a noirci l'image, les Iraniens sont très heureux, la République islamique est une nouvelle démocratie et que tout ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi. Vraiment, le livre a été méprisé par les iranologues en 2000-2001, quand le livre est sorti. Et ça n'a pas du tout été accueilli par les Iraniens qui étaient en France, qui ne connaissaient pas l'Iran, parce qu'ils avaient vécu en France toute leur vie. Donc, ils ne savaient pas ce que les jeunes vivaient, alors que moi, j'avais raconté vraiment en grande partie ce que j'avais vu de mes propres yeux, de ce mépris que la police des mœurs témoignait envers les jeunes, ces arrestations arbitraires, ces insultes qu'on a reçues systématiquement, aussi bien à l'université que dans l'espace public. Je racontais mes propres témoignages, mes propres vues, et en même temps, j'avais interrogé beaucoup de jeunes Iraniens en même temps. Alors donc, le livre n'a pas connu vraiment un bon accueil en France. Il a fallu attendre jusqu'à 2015 que les réseaux sociaux s'ouvrent vers le monde extérieur et les réseaux sociaux nous ont permis de comprendre ce qui se passe en Iran. C'est à partir de 2015 que les vidéos sortent de l'Iran et les Occidentaux ont vu comment les Iraniens souffrent et que j'ai quand même attendu 15 ans pour que, en fait, en France, on comprenne ce que j'avais raconté n'était pas de mensonge, c'était la vérité de la vie. Mais étant donné que je vous ai dit, cette vérité est très différente de la France, on n'arrive pas à concevoir qu'il y a encore aujourd'hui, en 21e siècle, les gens vivent aussi mal dans une autre partie du monde. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, vraiment, il y a un changement, une révolution copernicienne avec les réseaux sociaux. Il y a un avant et un après pour les sociologues. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les sociologues peuvent être en contact direct avec leur population, de les interroger, de parler avec eux. Quand j'ai fait ma thèse de doctorat, je courais auprès des jeunes pour les interroger, pour avoir leur témoignage. Mais aujourd'hui, j'ai des centaines de jeunes qui me parlent, qui m'écrivent, avec qui je suis en contact et je peux comprendre ce qui se passe. Donc, c'est vraiment un trésor
quand vous êtes sociologue, les réseaux sociaux sont un trésor. C'est pourquoi l'année dernière, j'ai publié un livre, mon 5e livre, sur l'Iran, mais cette fois-ci, une étude purement sociologique sur la jeunesse iranienne, mais les jeunes d'aujourd'hui, les enfants de ceux que j'avais interrogés dans les années 2000. Et donc, le livre qui est sorti l'année dernière, Fenêtre sur l'Iran, c'était un livre sur les jeunes d'aujourd'hui. À travers les réseaux sociaux, je les ai contactés, je parlais avec eux et je voyais la colère qui était en Iran dans la société. Et j'étais très étonnée que cette société pouvait rester silencieuse avec autant de colère. Et pourquoi vous avez décidé de cibler votre travail vraiment sur la jeunesse ? Quand je suis sortie de l'Iran, quand j'ai commencé mes études de sociologie à l'EHESS, la thèse de doctorat que j'ai faite sur la jeunesse m'a permis de comprendre moi-même ma vie, mon parcours. C'était un travail auto-analyse quelque part en 2000. Mais dans la mesure où j'ai avancé dans mes recherches, je me suis éloignée de moi-même et je me suis lancée sur la relation entre le monde musulman, le monde occidental, sur la laïcité en Occident, son impact sur la sécularisation en Occident et son impact sur le monde musulman. Donc c'était l'état de mes dernières recherches. Et c'était en 2017 que j'ai décidé de retourner sur les jeunes pour voir ce qui s'est passé. Parce que je voyais que j'étais en contact depuis plusieurs années avec les jeunes à travers les réseaux sociaux. Et je me suis dit, c'est le moment pour savoir qu'est-ce qui s'est passé après 20 ans. J'ai publié le premier livre sur les jeunes en 2001. 20 ans après, quand je suis retournée sur leurs enfants, en fait, j'ai vu malheureusement, tout ce que j'avais prédit, que je disais, il ne faut pas faire ceci parce que ça peut entraîner des traumatismes de ce genre. Je voyais que toutes ces prédictions, non seulement se sont réalisées, mais d'une échelle beaucoup plus profonde que je n'aurais pas imaginé à l'époque. Je voyais quelque chose qui n'allait pas bien. Et je voyais que la société était en train de tourner dans une situation extrêmement incontrôlable, mais je n'aurais pas imaginé que ça pouvait être aussi catastrophique aujourd'hui. Et là, par contre, si je dois comparer la société iranienne d'aujourd'hui par rapport à l'année dernière, je dirais qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Parce que cette rage qui cuvait dans la société a trouvé une issue heureuse, a trouvé une direction vers l'État. Et donc, les jeunes dirigent leur rage contre le régime, alors que l'année dernière, à la même époque, cette rage était entre eux. Ils se déchiraient entre eux. Alors qu'aujourd'hui, ils sont devenus très cléments, très amis, très gentils les uns avec les autres, parce qu'ils se sont tournés contre leur ennemi commun qui est la République islamique. Ça a assaini les relations entre les jeunes. Et vous avez parlé de l'importance des réseaux sociaux, et c'est notamment grâce aux réseaux sociaux qu'aujourd'hui on peut suivre ce qui se passe en Iran. Et pourtant, il y a une vague de censure quand même réalisée par le régime pour éviter qu'on sache ce qui se passe actuellement. Disons que c'est un jeu entre les jeunes informaticiens iraniens qui sont de top niveau et les informaticiens du régime. Le régime augmente la censure, le régime impose la censure et casser la censure, détourner la censure est devenu le jeu d'enfant en Iran. Les jeunes Iraniens sont très habiles pour casser la censure et se connecter sur les réseaux sociaux. Et quand on les écoute, les stratégies qu'ils inventent, les conseils qu'ils donnent les uns aux autres, parce qu'ils se réunissent tous les soirs dans les salles virtuelles en space sur Twitter ou dans une application qui est très très aimée par les Iraniens qui s'appelle Clubhouse. Peut-être vous ne connaissez même pas. Voilà. Ils se réunissent et ils se donnent des conseils pour casser la censure. Hier soir, j'étais dans une salle virtuelle. Ils se donnaient des conseils comment assommer les agents du régime quand ils sont en train de venir taper sur les manifestants. Ils se donnaient des conseils comme ça. Ça, hier soir, j'ai compris ce qu'ils disaient. Mais quand ils se donnent des conseils pour casser la censure, alors je suis incapable de vous dire ce qu'ils disent. C'est très compliqué pour moi. Je n'ai pas le cerveau d'un jeune de 15-17 ans. Du coup, je ne comprenais absolument pas quand il parlait de « il faut faire ceci, il faut prendre le VPN, il faut inventer un VPN comme ça ». Alors, je ne comprenais rien du tout, mais la seule chose que je comprenais, c'est qu'ils sont très forts en informatique. Ils sont très forts en informatique et ils arrivent à se connecter au réseau mondial d'une manière extraordinaire. Ils envoient leurs vidéos. On sait que, par exemple, l'Internet est coupé, mais les vidéos arrivent. Parce que quelques-uns d'entre eux disaient qu'ils s'approchaient des bâtiments publics et se connectaient sur le Wi-Fi des bâtiments publics.
Et ainsi, il téléchargeait les vidéos, il envoyait vers les chaînes d'information qui sont à l'étranger. Et donc ces manifestations, elles ont lieu de partout en Iran. Est-ce que ce soulèvement, il donne l'inspiration aux pays limitrophes? Oui, c'est une très très bonne remarque que vous faites. Et j'ai pu constater que les seuls qui ont soutenu les Iraniens, les femmes iraniennes, ce sont les femmes afghanes qui ont soutenu leurs sœurs iraniennes. Et qu'elles ont fait beaucoup de peur aux talibans, et même les talibans leur ont proposé une négociation. Venez, on va négocier, on va ouvrir les écoles primaires. Vous voyez, ils avaient peur du contagieux. C'était les Afghans. Par contre, dans les pays arabes, aucun soutien. Et j'ai même vu des vidéos qu'on a interrogé les femmes palestiniennes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez des mouvements des femmes iraniennes? La femme disait, les femmes qui étaient interrogées disaient, je pense rien. Et vous savez, en Iran, on brûle le voile. Ah bon, on brûle le voile? Mais non, il faut pas. Vous voyez, les femmes iraniennes ne sont pas soutenues par les femmes musulmanes de la région, sauf les femmes afghanes, qui sont vraiment en diapason avec les femmes iraniennes. Disons, une grande partie des Afghans aussi étaient en Iran. Il y a une très grande proximité entre les Iraniens et les Afghans. À part ça, je n'ai pas vu une véritable solidarité féminine, en tout cas, parce que ce sont les femmes qui sont en train de périr et ce sont les femmes qui s'opposent au voile, aux contraintes, qui sont les mêmes contraintes sur toutes les femmes dans les pays musulmans. Mais non, il n'y a pas de solidarité. Par contre, il y a beaucoup de solidarité de la part des femmes occidentales, des femmes israéliennes, des femmes qui vivent dans les pays démocratiques, mais pas dans les pays islamiques. Donc, et ça, c'est dû à quoi, à votre avis? parce que, en fait, l'histoire nationale iranienne est très différente de l'histoire des pays arabes, parce que l'Iran n'est pas un pays arabe, parce que ce que les Iraniens ont vécu pendant ces 43 ans est très, très différent par rapport aux autres pays musulmans. C'est pourquoi je vois qu'il est difficile de parler, de faire un parallèle entre le printemps arabe et ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Et à plusieurs reprises, on m'a demandé est-ce que c'est un printemps iranien à l'instar de printemps arabe? J'ai dit non, pas du tout. On ne peut pas comparer. Voilà la raison pour laquelle on ne peut pas comparer. Il n'y a aucune solidarité dans les pays limitrophes, sauf en Afghanistan. Et quel est le bilan des morts depuis le début de cette révolte? Et qu'est-ce que risquent les personnes qui sont arrêtées par le régime? 227 députés du Parlement iranien ont demandé l'exécution massive de 15 000 jeunes arrêtés dans les prisons pendant ces manifestations. 15 000 jeunes de 15 à 20 ans, avec le moyen d'âge de 15 à 16 ans, sont actuellement en prison et les députés iraniens, qui sont censés être les représentants du peuple, ils ont réclamé l'exécution massive, c'est-à-dire la peine de mort pour tous ces jeunes. Alors, le bilan officiel, c'est 350 morts. Encore, les victimes sont très, très jeunes. 42 victimes ont moins de 12 ans. 42 victimes moins de 12 ans. Il y a des bébés de 6 mois à 2 ans. Et donc, vraiment, la jeunesse des victimes est effrayante. Effrayante. Dans ce sens-là que je dis, vraiment, ce n'est pas des crimes de guerre qui sont... Ce sont des crimes contre l'humanité qui est en train de se passer en Iran. Alors, pour l'instant, selon les chiffres officiels, 350, mais on pense que c'est largement supérieur. Parce que dans certaines régions en Iran, par exemple en Baloutchistan, en Sistan et Baloutchistan, c'est une région qui est au sud-est de l'Iran. Dans cette région, les Iraniens qui vivent dans cette région n'ont pas de fiche d'état civil. Donc, quand vous les tuez, quand on les tue, on ne sait même pas qui était, parce qu'ils n'ont pas la fiche d'état civil. Et le régime s'est montré particulièrement violent dans les parties limitrophes, dans les parties frontalières de l'Iran. Donc, une ville frontalière de Sistan et Baloutchistan, là, le bilan des morts est énorme et on n'a pas vraiment le nombre exact des victimes. On sait qu'il y a 15 000 Iraniens qui sont actuellement arrêtés à la suite des arrestations. Hier, j'ai lu qu'une avocate, Athéna Daemi, elle a dit sur 15 000 personnes arrêtées, seulement l'identité de 3 000 a été dévoilée. Donc, 12 000 personnes arrêtées n'ont même pas d'identité. On ne sait même pas qui sont. Donc, voilà. Il y a un voile épais de l'ignorance sur la situation des personnes arrêtées, sur le nombre des personnes arrêtées, sur le nombre des victimes, ce qui n'est pas étonnant de la part de la République islamique.
C'est toujours comme ça. Et est-ce que selon vous, la jeunesse iranienne, elle attend quelque chose de la communauté internationale? Oui, ils sont très regardants des soutiens qui leur arrivent. Et ils attendent le soutien de la communauté internationale et ils se demandent comment le monde peut rester silencieux face au massacre des enfants dans leur pays. Et sous quelle forme ils attendent Je lis sur leurs tweets, à travers les tweets qu'ils postent, à travers les posts d'Instagram, à travers leurs dires, à travers des salles virtuelles dans lesquelles ils prennent la parole et ils parlent. Ils sont très étonnés que la communauté internationale ne réagit pas de la même façon qu'ils ont réagi face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, parce qu'ils disent que nous aussi, nous sommes un peuple envahi par les mollahs. Ces mollahs ne sont pas iraniens. Ils ont envahi notre pays et ils sont en train de nous tuer. Pourquoi la communauté internationale ne réagit pas? C'est ça la question qu'ils posent, parce qu'ils ne considèrent pas les dirigeants de leur pays comme leurs compatriotes. Ils disent, ce n'est pas possible, s'ils étaient iraniens, ils n'auraient pas détruit notre pays de cette façon. Donc on peut les comprendre quand ils disent que notre pays est un pays occupé. On peut les comprendre. Et là, les occupants de leur pays sont en train de les assassiner. Peine de mort, les députés ont réclamé la peine de mort pour 15 000 personnes arrêtées. Et quelle est l'issue pour les femmes et les hommes en Iran aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un retour en arrière est possible après Vous savez, avec la République islamique, on ne fait que retourner en arrière. On est retourné en arrière plusieurs siècles. Donc, je ne vois pas pourquoi un retour en arrière n'est pas possible. La République islamique est particulièrement violente. Elle est capable de massacrer la moitié de la population iranienne, pas 15 000, la moitié de la population de 85 millions iraniens. Ils peuvent les tuer sans problème. Et je pense que si la communauté internationale ne réagit pas, la République islamique va donner libre cours à ses penchants terroristes et qu'il est parfaitement, malheureusement, capable d'assassiner la moitié de la jeunesse iranienne. En tout cas, cette jeunesse iranienne aujourd'hui, elle donne de l'espoir aux Iraniens et Iraniennes même qui vivent aujourd'hui hors d'Iran. Et il y a une relation très forte, très proche entre les 9 millions Iraniens qui sont à l'étranger, avec leurs cousins et leurs cousines qui sont sur place. On l'a vu à travers les manifestations énormes qui se sont produites à Berlin et à Paris et dans les autres villes européennes et même aux États-Unis. On voit à quel point la communauté, la diaspora iranienne est proche de l'Iran. Et je pense que ça, c'est quand même, encore une fois, les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose. Ça fait plus de 30 ans que je vis en France et je n'ai jamais vu autant de manifestations de la part des Iraniens qui sont à Paris et dans les autres villes en France que maintenant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe en Iran en temps réel, à travers les vidéos. Et donc, on ne peut pas rester indifférent. Donc, les Iraniens réagissent. Ils sont tout le temps dans la rue, ils sont tout le temps en train de se réunir. Même hier, j'ai vu des vidéos de la part des jeunes étudiants iraniens qui sont en France devant l'Assemblée nationale à Paris. Et ils chantaient une chanson qui est devenue l'hymne national des jeunes aujourd'hui, en toute tranquillité, d'une manière totalement pacifiste, mais ils demandaient l'aide de la France, l'intervention de la France. Est-ce que vous pensez qu'il y a, la possibilité de renverser le régime islamique aujourd'hui? Connaissant la République islamique, je ne pense pas qu'elle parte aussi facilement avec quelques insultes ou quelques jeunes qui sortent dans la rue ou quelques grèves nationales ne va pas faire bouger ce régime. Et sans l'intervention de la communauté internationale, on est à la veille d'un massacre à l'échelle nationale. On est à la veille du massacre de la jeunesse iranienne. Et vraiment, je pense que la communauté internationale doit faire face à sa responsabilité. On est responsable. On ne peut pas laisser les dirigeants d'un pays massacrer ses propres ressortissants tout simplement parce que c'est la souveraineté nationale. La souveraineté nationale ne s'applique pas au massacre des enfants. Et donc, vraiment, j'espère que la communauté internationale intervienne. Merci beaucoup Manaz Shirali d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes sociologue, politiste et autrice de nombreux ouvrages sur la jeunesse iranienne. Merci à vous d'avoir suivi notre émission et à très bientôt sur QG.